Alors, tout d'abord, bonjour. Merci d'être venu. Merci aussi à Naline de m'avoir invité. Merci à tous. Et effectivement, mon titre, alors il y a géométrie aléatoire, il y a le mot géométrie, aléatoire, algébrique aussi, mais le mot sur lequel je vais le plus insister, c'est peut-être le mot miroir. Alors, je vais vous parler de la symétrie miroir qui a été d'abord introduite en physique, puis en mathématiques. Mais essentiellement, il va s'agir de deux choses. D'un côté, on va avoir des problèmes de géométrie énumérative, comme on a vu ce matin, là, de géométrie aléatoire, compter des objets, des ensembles de surfaces, par exemple, avec certaines mesures. Et d'un autre côté, on va avoir des variétés algébriques, typiquement des surfaces de Riemann. Et en fait, on va pouvoir répondre à la première question en faisant des calculs assez simples de l'autre côté. Et c'est tout ça la beauté de la symétrie miroir. Alors, voilà le plan que je vais faire. Alors, en fait, je vais commencer par donner une petite motivation, et notamment parce que la symétrie miroir a été introduite en théorie des cordes. Je vais commencer par vous rappeler un tout petit peu ce que c'est que la théorie des cordes et pourquoi ça nous demande de compter des surfaces. Je vais être très introductif. Je vais vous donner une petite introduction à la symétrie miroir et ensuite on va aller sur des exemples. Alors le premier exemple de comptage, ça va être le comptage des cartes. Je crois qu'il y aura des exposés cet après-midi d'ailleurs là-dessus. C'est pas si loin de ce qu'on a vu ce matin aussi, mais bon, c'est quand même pas des cartes. Les cartes, c'est un peu ce que vous imaginez, hein, c'est un ensemble de pays, mais le modèle mathématique, ça va plutôt être ça, des polygones sur une surface. Qu'on va pouvoir choisir de topologie plus compliquée éventuellement. On va regarder ce qui se passe quand il y a beaucoup de polygones. Bon, voilà. Un autre exemple, c'est les surfaces hyperboliques, des surfaces de courbure constante négative. Ce matin, on a vu des surfaces de courbure nulles. Là, ça va être des surfaces de courbure négative. Et ce problème-là, essentiellement, il a été résolu, on va dire, en ce qui me concerne, dans la partie qui me concerne, par Mariam Mirzahrani, qui a trouvé une récurrence pour calculer les volumes hyperboliques. Et en fait, je vais en parler. C'est un exemple de symétrie miroir, en fait. Plus généralement, il y a ce qu'on appelle les invariants de Gromov-Witten qui comptent en gros les nombres de façons d'immerger des surfaces de Riemann dans des espaces, typiquement de Calabi-Yau, mais ça peut même être plus général, et qui est un petit peu le fondement mathématique de la théorie des cordes. Je vais parler effectivement dans tous ces exemples de symétrie miroir et d'un outil qu'on utilise particulièrement qui s'appelle la récurrence topologique. Voilà, en gros le plan de mon exposé. Maintenant, je vais commencer par vous introduire un petit peu ce que c'est que la théorie des cordes. Je pense que vous êtes plus mathématicien. Je vais faire un très bref résumé de ce que c'est que la théorie des cordes. En physique classique, les particules sont des points de dimension 0 qui se déplacent le long de trajectoires qui sont des lignes, et quand il n'y a pas de force, c'est une ligne droite, la trajectoire la plus courte, entre deux points. En physique quantique, vous ne pouvez pas calculer des trajectoires. Tout ce que vous pouvez calculer, c'est des probabilités d'aller d'une position initiale à une position finale, des probabilités d'état final sachant l'état initial. Et ces probabilités, c'est essentiellement le nombre de trajectoires possibles entre l'état initial et l'état final, pondéré par typiquement exponentielle de moins la longueur. Du coup, les trajectoires de longueur minimale sont les plus probables. Et vous retrouvez la limite classique comme ça. Mais en théorie des champs, vous devez aussi autoriser les particules typiquement à se diviser en deux. Et là, la théorie des champs elle est un petit peu singulière parce que typiquement les énergies sont inversement proportionnelles à la distance entre les particules. Et donc, à ce point-là, vous avez une distance 0 et essentiellement, vous avez des choses qui explosent. La théorie des champs est un petit peu singulière. Du coup, les physiciens ont essayé de régulariser la théorie des champs en disant choisissons des particules non ponctuelles. Alors, la chose la plus simple qu'on peut faire quand on ne prend pas des points après la dimension 0, c'est la dimension 1. Et ils ont dit prenons des petits cercles, par exemple. Supposons que les particules sont des petits cercles de dimension 1. On appelle ça des cordes. Voilà. Quand une corde se déplace, elle trace une surface dans l'espace-temps, qu'on appelle la surface d'univers, la worldsheet. Enfin bon, il y a plein de façons, mais grosso modo, c'est la trajectoire de la corde. Et de nouveau, si on veut faire des cordes maintenant en physique quantique, on doit prendre des lois de probabilité sur les surfaces
sachant les bords, donc sachant l'état initial et l'état final. Donc en fait, la théorie des cordes, c'est une sorte de loi de probabilité sur les surfaces. Voilà. Et on est obligé de prendre toutes les surfaces possibles entre les états initiaux et finaux, y compris des surfaces de plus grande topologie. Hein, il faut les prendre toutes. Voilà. Donc en gros, la théorie des cordes, ça demande de créer une théorie de mesure sur des ensembles de surfaces. Voilà. Donc c'était ma motivation. La symétrie miroir a été découverte dans le cadre, par des physiciens, dans le cadre de cette théorie des cordes. En fait, bon, ça a été introduit en 1991 et voilà le titre du premier article sur le sujet. Ça a été rendu un peu plus mathématique par Kontsevich en 1994, qui a fait une formulation mathématique. Je reviendrai sur tout ça plus tard. Mais essentiellement, il y a deux côtés à la symétrie miroir. Alors, qui très prosaïquement ont été appelés le côté A et le côté B. Hein. C'est pas très original, mais bon, c'est comme ça. C'est le nom que tout le monde a retenu, voilà. Alors, le côté A, c'est la géométrie énumérative, c'est-à-dire compter des surfaces. Autrement dit, avoir une mesure sur un ensemble de surfaces, c'est la géométrie aléatoire. Voilà. C'est un petit peu, enfin, on en a vu un petit exemple ce matin. Et le côté B, c'est quoi? Le côté B, c'est beaucoup plus de la géométrie algébrique, des surfaces de Riemann, de l'analyse complexe. Et typiquement, on doit aussi calculer des périodes. Par contre, ce n'est pas les mêmes périodes que ce qu'on a vu ce matin, mais c'est quand même des périodes sur les surfaces de Riemann. Mais il se trouve que beaucoup de questions qu'on peut se poser de ce côté-là, de calculer par exemple la mesure totale, hein, le volume, on a vu le volume ce matin, la mesure totale, des corrélations, etc., se trouvent être des périodes du côté miroir. Et ces périodes, alors quand je dis périodes, les périodes, ça peut aussi être des résidus. Des résidus, c'est des intégrales sur un petit cercle autour des singularités, autour des pôles. Et c'est encore plus simple que des périodes. Enfin, les résidus sont des périodes particulières, mais ça peut être extrêmement facile. Donc les calculs de ce côté-là sont beaucoup plus faciles que de ce côté-là. Je vais vous montrer plein d'exemples. La définition de... Pardon. Résidu. Un résidu, c'est le théorème de Cauchy. Un résidu, c'est une intégrale sur un petit cercle autour d'un pôle, voilà, essentiellement. Voilà. Et donc, je vais donner des exemples. Je vais illustrer tout ça sur des exemples. Le comptage des cartes, hein, le comptage des surfaces hyperboliques et la récurrence de Mariam Mirzahrani, le comptage des invariants de Gromov-Witten. Voilà. Et bon, je vais aller maintenant plus dans les détails et on va commencer avec les cartes. Alors, les cartes, c'est des surfaces discrètes faites de polygones. Hein, voilà un exemple, mais vous pouvez aussi faire des cartes sur des surfaces plus compliquées. On va pouvoir mettre beaucoup de choses et je vais aller un peu plus dans le détail maintenant. Alors, le problème de compter les cartes, en fait, le premier à avoir regardé ça, c'est le mathématicien canadien William Tott dans les années 60, qui s'est posé la question suivante: de combien de façons on peut coller des quadrangles pour faire une surface en forme de sphère, par exemple. Donc, prenons K quadrangles et essayons. Donc là, ici, vous avez par exemple une sphère faite de 6 quadrangles. Vous voyez 4 quadrangles ici, mais la surface, la partie qui est à droite aussi a 4 côtés, la partie qui est à gauche aussi a 4 côtés. Pour éviter les problèmes de comptage quand il y a des automorphismes, on met une arête enracinée quelque part, autrement dit, on dessine une flèche sur une des arêtes et on essaye de compter toutes les configurations différentes. Voilà la formule qu'a trouvée Tott, c'est ce nombre-là. Voilà les premiers nombres. Alors pour vous l'illustrer, quand k égale 1, il y a 2 façons. Quand k égale 2, vous voyez qu'il y a 9 façons. Alors je vais vous l'illustrer, j'ai apporté mes quadrangles. Pour la première façon, si vous voulez faire une sphère, donc voilà mon arête enracinée. Hein. Comment faire une sphère? Par exemple, je peux coller comme ça et comme ça. Ça a la topologie d'une sphère. Je peux aussi coller comme ça et comme ça a la topologie d'une sphère. Par contre, si je collais ça, puis ça avec ça aurait la topologie d'un torse, ce n'est pas une sphère. Donc il n'y a bien que 2 façons qui donnent une sphère. Quand vous avez 2 quadrangles, alors il y a une façon très simple. Attendez, elle est où mon arête marquée? Voilà, elle est là, mon arête marquée. Il y a une façon très simple. Soit vous les collez comme ça l'un avec l'autre, et vous voyez que si vous gonflez entre les deux, ça fait une sphère. C'est cette façon-là. Hein. En fait, il y a un des quadrangles que j'ai dessiné en gris, et l'autre, c'est l'extérieur que j'ai dessiné en blanc, finalement. Soit vous avez plein de façons un peu plus subtiles, où vous faites un truc comme ça.
et comme ça, et vous les recollez, comme ça, enfin, en tout, il y a 8 façons, et ce sont les 8 autres façons qui sont là, ça fait bien 9 façons en tout, donc c'est bien le nombre 9 de la formule de Tott. Voilà. Quand vous avez des nombres comme ça, que ce soit en statistique, en probabilité ou en combinatoire, et ben vous faites des séries génératrices. Vous prenez une variable t et vous additionnez 2t, 9t carré, 54t cube, 378t4, etc. Ça vous fait une fonction de t. Alors, cette fonction, on sait, donc voilà cette somme, en fait, on sait la resommer. On sait ce qu'elle vaut exactement. Ce n'est pas si compliqué que ça à calculer, et voilà ce que ça vaut. C'est une fonction algébrique de t, qui implique des racines carrées, notamment racine de 1-12t. Et d'ailleurs, justement, ce racine de 1-12t, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler la variable r, et du coup, ça fait juste cette formule qui maintenant devient rationnelle en r. En fait, si vous faites ce changement de variable, ça devient rationnel. Et ça, ce changement de variable, c'est ce que je vais appeler l'application miroir. Donc déjà, il y a une meilleure coordonnée que t, qui s'appelle r, enfin que j'ai appelé r ici, dans laquelle tout est rationnel. Donc voilà. Tout ce calcul-là, il est dû à Tott, essentiellement. D'ailleurs, je vous ai mis... voilà. Maintenant, je vais compliquer un tout petit peu le problème. Au lieu de regarder uniquement des quadrangles, je vais autoriser une des faces, et c'est celle qui possède l'arête marquée sur son bord, de façon à ce que cette face particulière soit à droite de l'arête marquée. Okay. Donc, il y a une des faces qui va être une face spéciale. Par exemple, ici, j'ai pris un hexagone. En fait, vous vous rendez compte qu'elle doit forcément être de longueur paire, ça c'est assez évident. Donc je vais l'appeler 2L, la longueur. Et par exemple ici, de combien de façons vous pouvez faire une sphère en collant un hexagone qui a une arête marquée sur son bord et 4 quadrangles? Combien il y a de façons possibles? Alors je vous donne la réponse, c'est 225. Je ne vais pas les dessiner ceux-là. Mais là aussi, Tott a trouvé une formule. Donc cette formule de nouveau est due à Tott. Je pense que les transparents seront disponibles après. Voilà. Et de nouveau, on va faire une série génératrice. On multiplie par t puissance k. Alors par contre, pour le L, je mets au dénominateur. Ça peut paraître bizarre pour les gens qui sont combinatoriciens, mais du point de vue de la symétrie miroir, de la géométrie algébrique, on voit que c'est ça le bon changement de variable à faire. Enfin, la bonne variable à prendre. Et donc voilà, on doit ressommer cette série. Alors de nouveau, ça se ressomme, et ça vaut cette fonction algébrique de z et de t. Voilà. Donc de nouveau, il y a des racines carrées, etc. J'ai réutilisé la variable r pour simplifier un peu mes formules. Cette fonction, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler W01 de z et de t. Le 0, il va se référer au fait que je suis sur la sphère en genre 0. Le 1, il va se référer au fait que j'ai une arête marquée, enfin une face spéciale. Et c'est une fonction de z et de t. Alors je vous préviens, dans tout ce qui va suivre, je ne vais pas m'intéresser trop à la dépendance en t. Par contre, je vais m'intéresser fortement à la dépendance en z. C'est pour ça que j'ai plutôt séparé pour un point virgule. Mais en fait, c'est surtout la dépendance en z qui va m'intéresser. Le z va être ce qu'on appelle une variable catalytique, alors que le t, c'est une variable spectatrice. Voilà. Bon, j'ai mis 2 mots sur la preuve de cette formule, mais je vais le passer. C'est la preuve qu'a fait Tott. Bon, il s'agit d'effacer une arête marquée. Je vais shifter ça. Voilà, donc voilà notre fameuse formule. Cette fonction, on va lui donner un nom, on va l'appeler la courbe spectrale. Mais pardon, donc en fait, on trouve la formule en étudiant d'abord la fonction génératrice. Oui. Et on en déduit les coefficients après, c'est oui, ça? Oui, évidemment, c'est ce qu'a fait Tott, et c'est ce que tout le monde fait d'ailleurs en combinatoire, et tout ça, c'est toujours comme ça qu'on fait, c'est pas dans le sens inverse. Du coup, je vous ai un peu arnaqué en vous montrant d'abord la formule. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà cette fonction. Et regardez, ici, je l'ai tracée. Sauf que je l'ai tracée avec z réel, et j'ai tracé les valeurs réelles de w, 0,1. Mais en réalité, j'aurais dû le tracer avec z complexe. Et quand vous le tracez avec z complexe, W01 prend aussi des valeurs complexes, en fait, il faudrait le tracer dans C croisé, c'est-à-dire dans R4. Alors, je ne suis pas très bon pour faire des dessins dans R4. Donc voilà un dessin, une idée de dessin de à quoi ça peut ressembler. Mais l'idée, c'est que c'est une variété de dimension 1 complexe, c'est-à-dire que c'est une surface. Et c'est une surface de Riemann. Et non seulement ça, mais en plus, vous pouvez voir que cette surface que vous obtenez dans ce cas-là, celle-ci, elle est homomorphique par une transformation conforme à la sphère de Riemann. La sphère de Riemann, c'est juste le plan complexe plus un point à l'infini, ou c'est aussi la ligne projective complexe.
mais grosso modo, c'est C plus l'infini. Voilà, donc en fait, cette surface est homomorphique à ça, et d'ailleurs, voici le changement de variable qu'il faut utiliser. Notre variable z qu'on avait ici, vous pouvez faire le changement de variable, et x, cette fois, c'est un point qui vit sur la sphère, autrement dit, c'est un point du plan complexe. X, c'est juste un point du plan complexe, hein, ce qui peut être éventuellement l'infini. Mais donc voilà le bon changement de variable. Et si vous faites ce changement de variable, vous voyez que dans la variable x, z est rationnel et w01 est rationnel dans la variable x. Donc c'était bien le bon changement de variable. De nouveau, c'est une application miroir. Voilà. Maintenant, je vais compliquer un tout petit peu le problème et je vais regarder qu'est-ce qui se passe si on met deux faces enracinées. Là, juste avant, il y a... Donc, en fait, tu fixes pour avoir the W01 en fonction de... Je suppose que tu as pris un paramètre t. Oui. Oui, j'ai fixé t ici. J'ai fixé t à une certaine valeur. Comme j'ai dit, t sera un spectateur et j'ai fixé... Oui, ici, j'ai fixé t à une certaine valeur pour faire ce dessin. Je ne me rappelle plus quelle valeur j'ai choisie, mais bon... OK. Donc maintenant on va compliquer un tout petit peu le problème, on va regarder deux faces marquées, alors c'est facile de se convaincre que la somme des deux longueurs doit être paire, et du coup je vais les paramétriser comme ça, L1 c'est la plus grande, L2 la plus petite des deux, je vais le paramétriser comme ça, et de nouveau il y a une formule, alors celle-là je ne crois pas qu'elle ait été trouvée par Tutt, mais elle se démontre exactement de la même façon. De nouveau on va faire une série génératrice, en multipliant par t puissance k, et puis z1, z2 au puissance L1, L2 quoi. Et de nouveau, on sait, alors je vais lui donner un nom, W02, 0 va se référer au fait qu'on est sur la sphère, 2 va se référer au fait que j'ai deux faces marquées. Donc de nouveau, je vais avoir deux variables Z1, Z2 associées à ces deux faces marquées, aux longueurs de ces deux faces marquées, et puis ma variable t qui va être spectatrice, que je fixe une fois pour toutes, par exemple, hein, pour simplifier. Et on connaît la formule. Voilà. Donc de nouveau, en réalité, les nombres qui sont là, je les ai obtenus en développant cette formule, évidemment. Alors cette fonction, bon, vous allez me dire, je vais peut-être comme ça vous balancer plein d'autres fonctions algébriques pendant tout cet exposé. Je vais faire 3 faces marquées, 4 faces marquées, à chaque fois je vais vous sortir une nouvelle fonction algébrique. Non, celle-là je la sors parce qu'elle est vraiment très très particulière. On va l'étudier plus en détail. Celle-ci, elle joue un rôle vraiment très spécial, le W02. Alors, le W02, ça va être ce qu'on appelle la forme fondamentale. Donc, je réécris la formule ici. Et alors, c'est la forme fondamentale, c'est comme ça du moins que l'appelait Riemann. Riemann l'a étudié, cette fonction, et il l'appelait la forme fondamentale de deuxième espèce. On peut lui donner d'autres noms. Alors, je l'ai aussi appelé fonction de Green. En fait, je vous en arnaque un tout petit peu, ce n'est pas tout à fait la fonction de Green, c'est la dérivée seconde de la fonction de Green. On peut aussi l'appeler noyau de Bergman. Alors vous connaissez peut-être un autre noyau de Bergman dans la littérature, mais il se trouve que celui-là aussi a été étudié par Bergman et qu'il y a une relation entre les deux. Mais du coup, je l'appelle quand même noyau de Bergman et c'est un peu une habitude qu'on a prise, même si ce n'est pas exactement le même que l'autre. Donc je vous rappelle, on a notre courbe spectrale qu'il faut voir comme une surface de Riemann et qui est homéomorphe à la sphère. Et du coup, j'en profite pour demander, parce que moi je connais des courbes spectrales qui sont défini par des équations où un certain déterminant doit s'annuler. Typiquement, oui. Ça, c'est un déterminant de quelque chose ou... Oui, bien sûr. Ouais. Bon, c'est une matrice SL2. Bon. Oui, il y a des racines carrées. Enfin, GL2 plutôt, il y a des racines carrées, oui. Voilà. On pourra en reparler, mais oui, tout à fait, c'est facile de trouver un système dont ceci est le déterminant. Voilà, donc je vous rappelle qu'on a cette paramétrisation. Donc notre variable z, on peut la reparamétriser par un point de la sphère, et c'est ce que je vais faire pour les deux z1 et z2. Je vais les paramétriser par x1 et x2 qui vivent sur la sphère. Je vais essayer de vous donner une idée de qu'est-ce que c'est que ce W02. Donc prenons un z1 et un z2, et donc plutôt prenons x1 et x2 sur la sphère. Alors je suis désolé sur le dessin, ici je ne les ai pas appelés x1 et x2, mais x et y. Okay, disons que x c'est x1 et y c'est x2. Ce sont deux points de la sphère. Et je vais vous indiquer comment on va calculer W02. Alors, en fait, il y a une analogie électrostatique. Vous placez un petit dipôle de charge de unité au point x1. Et vous mesurez le champ électrique au point x2. Le champ électrique, c'est un vecteur, mais sur une surface, enfin sur C, un vecteur tangent à C, c'est en fait un nombre complexe. Ça vous donne un nombre complexe, et ce nombre complexe, c'est W02. Donc autrement dit, W02, c'est le champ électrique d'un dipôle placé en x1 et mesuré en x2.
et il se trouve que c'est symétrique en x1, x2. Voilà. Donc voilà une interprétation, et c'est comme ça que c'est relié à la fonction de Green. Voilà une interprétation du W02. Alors en fait, je vais vous donner d'autres expressions. Vous pouvez aussi vous rendre compte que ça s'écrit aussi comme ça, c'est-à-dire que c'est aussi la dérivée seconde du logarithme de x1 moins x2 sur z1 moins z2. Alors écrit comme ça paraît beaucoup plus joli, beaucoup plus compact, c'est aussi beaucoup plus universel. Ça va être vrai pour tous ces problèmes de comptage. W02 aura toujours cette expression, elle est universelle, et c'est pour ça que c'est la forme fondamentale. Voilà, donc vous pouvez aussi l'écrire sous forme de forme différentielle, et là ça a encore plus de sens parce que c'est vraiment invariant. Voilà, donc je voulais juste vous convaincre que W02 c'est vraiment pas n'importe quoi, ça joue un rôle vraiment très 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 particulier. Voilà. Et voilà. Maintenant on va justement regarder maintenant qu'est-ce qui se passe quand on met encore plus de faces marquées et on rajoute de la topologie, hein, on regarde qu'est-ce qui se passe en genre plus élevé. Je vais appeler cette fonction, donc de nouveau on fabriquera une fonction génératrice que j'appelle WGN, qui possède n variables associées aux n faces marquées. Il y a toujours le t associé au quadrangle, mais qui va jouer un rôle spectateur dans ce que je raconte, qu'on peut fixer. Et la question, c'est comment on calcule ces fonctions. Et quelle interprétation elles vont avoir en termes de la courbe spectrale. Est-ce que ces fonctions sont algébriques? Quelle est leur interprétation sur la courbe spectrale? Voilà des questions qui se posent. Alors je vais vous donner la réponse. Il y a une récurrence pour les calculer, qu'on appelle la récurrence topologique parce qu'en fait c'est une récurrence sur la caractéristique de l'aire. Alors c'est un résultat que j'ai trouvé en 2004, mais je vais vous donner la formule. Il ne faut pas trop s'apesantir sur la formule. L'important dans cette formule, c'est surtout de remarquer que ça vous permet de calculer WGN en termes de W avec soit un genre plus petit, soit un nombre de bords plus petit, que vous avez déjà calculé au cran d'avant. Donc en fait, c'est bien une récurrence qui vous permet en 2G-2 plus n étapes de calculer n'importe quel WGN. Et c'est efficace. Et ça contient des intégrales, mais ces intégrales sont en fait des résidus, ce qui est beaucoup plus simple que des intégrales. Et donc ça commence à sentir la géométrie miroir, c'est-à-dire qu'une fois que vous connaissez la courbe spectrale, vous avez un moyen de calculer tous ces trucs-là, donc de résoudre votre problème de géométrie aléatoire, de calculer toutes ces mesures, etc. Voilà. Alors, on peut illustrer cette formule par ce dessin. Le blob qui est là, en fait, représente la fonction WGN, c'est juste une façon mnémotechnique de noter la fonction WGN. Et vous voyez que dans le membre de droite, par exemple, vous avez WG-1 n plus 1, qui est en fait ce que j'ai ici. Vous voyez qu'il y a bien un bord de plus, un genre de moins. Et puis, dans la formule, vous multipliez par ce truc-là et vous intégrez. Alors, ce truc-là, la quantité qui est ici, je vais la représenter par cet élément-là. Et vous voyez que et intégrer, ça veut vouloir dire coller. Donc, vous voyez que ce dessin signifie, j'ai pris la fonction WG-1 n plus 1, je l'ai multiplié par ça, et j'ai intégré. C'est ça que représente ce dessin de recollement. Okay. Pareil pour l'autre terme. L'autre terme, c'est quand on divise comme ça en deux. Et je vous rappelle que W02, c'est le cas où il y a genre 0 et 2 bords. C'est en gros le cylindre. Et c'est en quelque sorte comment on initie cette récurrence. Est-ce que pour initialiser la récurrence, il n'y a pas besoin de connaître aussi le W03? Non. Non, justement, il sort de la formule. Et justement, d'ailleurs, je vais vous le montrer dans la dia suivante. Non, bon, ça, c'est la preuve à la TOT. C'est pareil, si on enlève, on efface l'arête marquée. Je vais shifter ça. Ce sera dans les dias si quelqu'un est intéressé plus tard. Et de toute façon, c'est publié dans la littérature. Mais justement, voilà comment utiliser la formule en pratique. Je vous donne un exemple. Vous voulez calculer W03. Vous utilisez cette formule. Ça vous dit qu'il faut prendre le K ici et coller 2 cylindres. Et donc, en gros, c'est juste cette intégrale. Et ça vous calcule effectivement W03. Donc vous avez juste besoin de connaître W02 et K, et ça vous donne W03. Par exemple, W11, il va être très simple. Vous prenez le noyau K, vous lui collez un W02 avec la même variable ZZ, et ça vous donne le W11, etc. Et ça vous rend tous les calculs assez simples et essentiellement très diagrammatiques. Mnémotechniquement, ces formules sont beaucoup plus faciles à retenir que toute autre méthode que je connais. Voilà, j'en mets plusieurs comme ça. Et cette méthode que tu
coince un bord pour faire un troisième bord à partir de 2, on n'aurait pas pu l'utiliser pour passer de W01 à W02? Non. Non. En fait, il se trouve que ça marche que quand la caractéristique de l'air est négative. Et pour plein de raisons, enfin, je pense que tous les gens qui ont un peu l'habitude de la géométrie algébrique savent que c'est toujours comme ça que ça marche. En gros, en théorie des cordes, on dirait que c'est parce que sinon il y a des modes zéro. Enfin, bon, il y a plein de raisons, mais grosso modo, c'est une question de stabilité ou d'instabilité. En gros, on ne peut le faire que pour les topologies stables. Voilà. Donc, je vais juste résumer un petit peu ce qu'on a fait, hein, et ça va être cette notion de symétrie miroir. On a commencé par résoudre le problème de comptage des cartes sur la sphère avec une seule face marquée. On a trouvé cette fonction W01, et c'est ce qu'on appelle notre courbe spectrale. C'est une surface de Riemann, qui a certaines propriétés, qui est homéomorphique à une sphère. Ensuite, on a trouvé W02. Alors, pas besoin de résoudre le problème de Tutt. On sait directement que W02, c'est la forme fondamentale de cette surface. Donc, pas la peine de refaire le calcul. Hein. C'est la dérivée seconde de log x1 moins x2 sur z1 moins z2. Et ensuite, on définit le noyau K comme étant une primitive du W02 divisée par une différence du W01. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette formule, mais grosso modo, c'est juste pour vous dire que une fois que vous connaissez W02 et W01, vous connaissez K. Et par récurrence, vous trouvez tous les autres WGN. Donc autrement dit, une fois que vous connaissez votre courbe spectrale, vous connaissez tout le monde. Et c'est ça un petit peu la beauté de la symétrie miroir. Donc finalement, toute la question de calculer ces fonctions génératrices de cartes, etc., a été remplacée par trouver la courbe spectrale, et ensuite on tourne la manivelle et on a tout. Et ça s'illustre par ce dessin. Et ça permet d'interpréter les WGN comme des champs de vecteurs multipolaires sur la surface. Je ne vais pas rentrer dans le détail, et ce sont bien tous des fonctions algébriques. Je vais passer maintenant à mon deuxième exemple, qui est les surfaces hyperboliques. Alors, les surfaces hyperboliques, c'est des surfaces de courbure négative, que je vais prendre constante égale à moins 1, la courbure. Et je vais regarder cet ensemble de surfaces. Donc ça va être l'ensemble de toutes les surfaces de genre G avec n bords, et je demande que les bords soient des géodésiques de longueur fixée. Donc voilà un ensemble de surfaces hyperboliques, et on aimerait mettre une mesure sur cet ensemble de surfaces hyperboliques. Alors la mesure, je vais vous la décrire, c'est la mesure de Weil-Petersson. Pour vous la décrire, il faut voir que toute surface hyperbolique peut se décomposer. Vous pouvez toujours trouver comment la découper par des géodésiques fermés en blocs élémentaires qui s'appellent des pantalons, qu'on appelle des pantalons. Donc vous pouvez toujours découper n'importe quelle surface hyperbolique en un nombre fini de pantalons, par des géodésiques fermés. Et inversement, si vous prenez des pantalons, vous pouvez les recoller ensemble pour former des surfaces hyperboliques. Alors quand vous recollez deux pantalons, il faut que la longueur du bord que vous recollez soit la même des deux côtés, évidemment. Et par contre, vous pouvez tourner d'un angle. Et du coup, si vous notez les longueurs des bords que vous avez recollés et les angles de recollement, ça forme des coordonnées sur cet espace, des coordonnées locales, qu'on appelle les coordonnées oui, Fenckel-Nielsen, pardon, j'ai eu un trou, voilà, les coordonnées de Fenckel-Nielsen. En tout cas, toujours est-il que ça permet de... Donc, si on prend une mesure qui est en fait la mesure de Lebesgue dans ces coordonnées, la simple mesure de Lebesgue, c'est ce qu'on appelle la mesure de Weil-Petersson. Et de nouveau, Weil-Petersson ont montré que le volume, c'est très similaire à tout à l'heure, le volume est fini. Et question, quel est ce volume? Comment le calculer? Alors, je vous donne les premiers volumes qui ont été calculés par les géométries hyperboliques. Et voilà. Alors, c'est bizarre, mais c'est des polynômes en L carré. C'est pas évident d'après la définition, mais c'est toujours le cas pour tous ceux qui ont pu être calculés. Mais grosso modo, les premiers, déjà, il y a un petit peu de sueur à mettre pour calculer ça ou ça. Hein. C'est pas si trivial. La raison principale pour laquelle c'est pas trivial, c'est que nos coordonnées sont seulement locales, parce qu'il n'existe pas une unique façon de décomposer en pantalon. Par exemple, ici, vous avez une surface, et voici deux décompositions différentes, qui vont donc avoir des L et des θ différents. Et pourtant, c'est bien la même surface. Donc, vous devez la compter qu'une fois. Et en plus, c'est pas seulement une fois. Je vais vous montrer ici, vous auriez pu découper comme ça ou comme ça. Et il y a une infinité de façons de découper. Et c'est ça qui rend le problème un peu compliqué, enfin même très compliqué. Et essentiellement, ce problème, moi je vais dire, il a été résolu par Mariam Mirzahrani.
Alors, je vais pas écrire directement la formule de récurrence de Maria Mirzaani, je vais l'écrire en transformé de Laplace, parce que je la trouve plus simple en transformé de Laplace. Donc, on va commencer par définir les transformés de Laplace. Donc, ça, c'était nos volumes. On multiplie par e puissance moins z1 L1, on intègre. On multiplie par e puissance moins z2 L2, on intègre, etc. Et ça fait une fonction WGN de Z1 Zn. C'est un peu normal que je lui ai donné le même nom que pour les cartes, hein, vous allez voir. Et donc, en fait, connaître ces fonctions de WGN ou connaître les volumes, c'est vraiment complètement équivalent, c'est très facile de passer de l'un à l'autre. Et voilà la formule de récurrence. Alors, vous voyez, en fait, pareil, pas besoin de lire un petit peu le détail. Donc, cette formule, c'est grosso modo celle qui a été trouvée par Maria Mirzaani en 2004. Et c'est moi et mon étudiant Orentin qui l'avons transformée de Laplace. Et en transformée de Laplace, elle s'écrit avec des résidus, de nouveau. Et en fait, vous voyez qu'elle a un petit peu la même tête que tout à l'heure, que pour les cartes, avec un noyau K qui vaut cette expression. Et le W02, essentiellement, à peu de choses près, c'est le même. Et en fait, de nouveau, il n'y a même pas besoin de connaître 0,3 ou 1,1, ils sortent de la formule. Voilà, et d'ailleurs, je vais vous le montrer dans un instant. Et c'est bien une récurrence qui permet de calculer tous les volumes. Ça fonctionne un petit peu comme tout à l'heure. Voilà. Je vais juste vous l'illustrer pour montrer à quel point cette formule est efficace et puissante. On va calculer W1. Alors W1, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la transformée de Laplace de cette fonction qui avait été calculée par les géomètres hyperbolistes. Et quand vous transformez de Laplace, vous trouvez cette fonction qui a un polynôme en 1 sur Z1 carré. Voilà, donc ça, c'est ce qu'avaient trouvé les géomètres hyperbolistes. Et je vous dis, il y a un petit peu de sueur pour trouver ça. Maintenant, on va essayer de retrouver le même résultat, cette formule, en utilisant ce théorème. Et vous allez voir, ça marche super bien et c'est très facile. Donc, le théorème dit que W1 vaut ça. OK ? Je remplace K et W02 par leur valeur. Alors, W02, comme il est évalué au point Z et moins Z, ça fait 1 sur 4Z2. Ce qui veut dire qu'en fait, il va y avoir un pôle triple dans cette formule. Du coup, et du coup, il va falloir évaluer le résidu d'un pôle triple. Autrement dit, il faut faire un développement de Taylor à l'ordre suivant. Donc, prenons le développement de Taylor de chacun des termes qui est là. Vous voyez qu'ici, on reconnaît un petit peu le développement, c'est le développement de Taylor du sinus, de la fonction sinus. En fait, c'est la partie la plus compliquée du calcul, là. Voilà. Vous développez, et donc vous extrayez le résidu, extrait le coefficient de 1 sur Z, et ça vaut ce nombre-là. C'est bien ce qu'il fallait. Donc voilà, donc vous voyez ici, vous avez un calcul de 4 lignes, où la partie la plus compliquée du calcul, c'était le développement de Taylor de la fonction sinus, et qui est équivalent à un calcul de géométrie hyperbolique assez compliqué. Donc franchement, c'est puissant, la symétrie miroir. Voilà. Et maintenant, si on réfléchit justement en termes de symétrie miroir, je vais refaire un petit résumé. Je vous rappelle que le K, il fallait l'interpréter comme dans les cartes, le K c'était la primitive du W02 sur une différence du W01. Donc si vous regardez ce que ça fait ici, ça veut dire que le W01, ça aurait dû être ça. Essentiellement, la fonction sinus de pi racine de x, essentiellement c'est ça le miroir. Donc cette fonction que j'ai tracée ici dans R.R, hein, c'est le miroir de la géométrie hyperbolique. En fait, finalement, vous avez juste besoin de vous rappeler cette fonction et vous pouvez calculer tout le reste. Donc, de nouveau, en symétrie miroir, les choses sont vraiment simplifiées. Je vais passer aux invariants de Gromov-Wheaton. Alors, ça va être mon troisième exemple, mais en fait, c'était celui qui avait été à l'origine de la symétrie miroir. Alors, je vais commencer par vous donner une très petite introduction aux invariants de Gromov-Wheaton sur un exemple. On va prendre les invariants de Gromov-Wheaton de CP2, du plan complexe projectif. En fait, et je vais poser la question suivante. Combien de droites passent par 2 points dans le plan? Alors, que ce soit complexe ou réel, la réponse est la même, hein, mais tout le monde le sait, par 2 points passe une et une seule droite. Même question avec combien de coniques, c'est-à-dire d'équations de courbe de degré 2, hein, par exemple des cercles, des ellipses, des hyperboles, des paraboles, passent par 5 points dans le plan. Alors ça, c'est un théorème de Pascal, mais qui dit qu'il y a une seule façon. Enfin, 5 points génériques, 5 points distincts, il y a une seule conique qui passe par 5 points distincts. Même question maintenant, si je prends 8 points génériques dans le plan, combien de courbes rationnelles de degré 3 passent par ces 8 points? Alors ça, vous connaissez probablement pas la réponse, mais c'est 12.
Et de façon générale, par 3D moins 1 point, combien passe-t-il de courbes rationnelles de degré D? Alors, ce nombre, on va l'appeler N0 de CP2D. C'est un exemple d'invariant de Gromov-Wheaton. Alors, une courbe rationnelle, ça veut dire une courbe qui peut être paramétrisée par des fonctions rationnelles. Et autrement dit, de nouveau, ce sont des courbes de dimension 1 complexes, c'est-à-dire des surfaces de Riemann. Elles ont un genre, et en fait, rationnel, c'est équivalent à dire genre 0. D'où le 0 ici, d'ailleurs. Vous pouvez poser, donc voilà les premiers nombres. Vous pouvez poser la même question maintenant avec les courbes elliptiques. Combien y a-t-il de courbes elliptiques de degré D qui passent par 3D points? Vous allez appeler ces nombres N1, parce que elliptique veut dire homéomorphe au tore, en fait. Et voilà les premiers nombres. Alors, c'est connu, les courbes elliptiques, elles commencent au degré 3. Il n'y a pas de courbe elliptique de degré 0 ou 1, de degré 1 ou 2. Ça commence au degré 3. Et voilà les premiers nombres. Et de façon générale, combien de courbes de genre G et de degré D passent par 3D plus G moins 1 point dans CP2 générique? Eh bien, ce sont les nombres de Gromov-Wheaton dans cet exemple. Question, de nouveau, comment les calculer? Alors, de façon un petit peu plus générale, c'est quoi les invariants de Gromov-Wheaton? Je vais donner une définition un tout petit peu plus mathématique. Vous allez considérer cet ensemble qui est non pas seulement un ensemble de surfaces, mais un ensemble de paires fait d'une surface de Riemann et d'une application holomorphe qui immerge cette surface dans un espace cible X. Votre X, ça pourrait être plein de choses, mais typiquement, on aime bien prendre des variétés de Calabi-Yau. Mais ça pourrait être plein d'autres choses. Il y a plein de choses que vous pouvez imaginer comme X. Voilà. Et donc, vous regardez l'espace de toutes ces paires, modulo les isomorphismes, et de telle façon que le degré de l'immersion soit D. Voilà. Et D veut dire un élément du H2. Voilà. C'est ce que j'illustre par cette formule. Et les nombres de Gromov-Wheaton sont essentiellement les volumes de cet espace avec une certaine mesure. La mesure, c'est ce qu'on appelle la classe caractéristique, mais je vais pas insister dessus, mais je vais juste la noter 1. Voilà. En gros, il y a une mesure, et c'est très similaire aussi à ce qu'on a vu pour les volumes de Mazurowicz. C'est tout à fait du même style. Mais voilà, et donc essentiellement, comment calculer ces nombres NGN? Et puis ça, NGN, c'est quand vous mettez aussi des bords. Et pareil, il y a aussi des degrés associés aux bords qui sont les nombres de winding, les nombres d'enroulement des bords. Voilà. Et alors, première chose, vous allez faire des séries génératrices, WGN. Donc vous prenez ces nombres, vous multipliez, là c'est en quelque sorte les transformés de la place discrète, le T puissance D, etc. Ça ressemble un peu à ce que j'ai fait tout à l'heure, mais de nouveau, la question, c'est comment on les calcule. Quel genre de fonction c'est, comment on les calcule. Et on va les calculer par la symétrie miroir et par la récurrence topologique. Donc je vais vous en dire un peu plus là-dessus. Voilà. Alors, la notion de symétrie miroir, elle a été introduite en théorie des cordes à l'origine par des physiciens et qui ont remarqué une chose, c'est qu'ils voulaient donc résoudre ce problème de géométrie énumérative dans certains types de théorie des cordes qu'ils appelaient les cordes de type A. Et ils se sont rendus compte dans ce papier que, vous voyez, a pair of Calabi-Yau manifolds, ils se sont rendus compte qu'en faisant ils obtenaient les mêmes nombres, le même calcul, en faisant le calcul dans une autre variété de Calabi-Yau, l'autre côté de la paire. Ils avaient une autre variété de Calabi-Yau où là, ils faisaient une théorie des cordes de type B, qui consiste essentiellement à calculer des périodes. Et ils trouvaient les mêmes nombres. Et ils ont dit que la relation entre la variété de X du côté A et le X chapeau du côté B, ils ont appelé ça, enfin en gros c'est le miroir, donc X chapeau c'est la variété miroir de X. Mais essentiellement, voilà, donc le problème que vous pouvez calculer d'un côté est complètement équivalent au problème que vous pouvez calculer de l'autre côté. Alors c'était une observation empirique, et Kontsevich l'a formulé en 1994 de façon plus mathématique, ça s'appelle la conjecture de homological mirror symmetry. Alors c'est une conjecture, c'est toujours pas démontré, et à mon sens, c'est l'une des conjectures les plus importantes qui restent en mathématiques. Je pense que c'est l'une des plus belles conjectures qui soit. Mais elle n'est toujours pas démontrée. Alors moi, je vais vous montrer une preuve dans un cas très simple, dans un cas très particulier de certaines variétés de Calabi-Yau, et justement, les Calabi-Yau toriques de dimension 3. J'aurais dû écrire de dimension 3 complexe, c'est-à-dire de dimension 6 réelle.
Et ça s'appelait, en fait, ça a été introduit par 4 physiciens, Bouchard, Clem, Marigno, Pasquetti en 2008. Et pendant longtemps, les mathématiciens ont considéré ça comme une conjecture, la conjecture de BKMP, mais essentiellement disant qu'il y a une certaine courbe spectrale, et qui est le miroir, en quelque sorte. Alors, il se trouve que pour les calabiaux toriques, le miroir d'un calabiot torique, c'est aussi un calabio, le miroir, mais en fait, il se réduit grosso modo à une courbe. Et c'est la courbe spectrale. Et tel que la récurrence topologique appliquée à ce miroir donne bien les nombres de Gromov-Witten. Alors, c'était une conjecture. Eux, ils l'avaient testé numériquement sur des dizaines et des dizaines d'exemples, à des genres très élevés, etc. Ils étaient même allés jusqu'au genre 50 ou 100, je ne sais plus. Mais ils l'avaient testé de plein de façons. Et puis, ils avaient une dérivation, on va dire, physique, en passant par la M-théorie et tout ça, mais qui n'était pas vraiment acceptée mathématiquement. Et on a trouvé une preuve. On a trouvé une preuve essentiellement avec mon étudiant Orentin en 2012, mais cette preuve a été largement enrichie par Bang, Liu et Zhang en 2014, dans un cadre beaucoup plus général. Juste pour vous donner un exemple, si vous prenez la variété x égale c au cube, le miroir, x chapeau, c'est cette courbe, c'est-à-dire l'ensemble des paires ZW dans C croix C, telles que e puissance z plus e puissance w égale 1, ou autrement dit, W01, si vous résolvez cette équation en W en termes de z, c'est le log de 1 moins e puissance z, tout simplement. Donc voilà le miroir de cette variété-là. Et une fois que vous avez ce miroir, vous faites tourner la récurrence topologique, vous avez tous vos invariants Gromov-Witten. Bon, voilà, donc c'est relativement simple. Combien il me reste de temps? Voilà. Ouais, je veux juste vous... Du coup, maintenant, je vais vous proposer une chose. On va renverser un petit peu la logique. Jusqu'ici, on avait à chaque fois un problème de géométrie énumérative. On devait trouver son miroir, et ce qui nous permettait de faire nos calculs. Mais maintenant, faisons les choses dans l'ordre inverse, c'est-à-dire choisissons une courbe spectrale, celle qu'on veut. Typiquement, le polynôme caractéristique d'une matrice, d'un champ de X, voilà, donc c'est typiquement la question que vous posiez tout à l'heure. Prenons typiquement le polynôme caractéristique d'un champ de X, mais ça peut être, on peut prendre un petit peu n'importe quoi. Hein. En gros, choisissez votre courbe préférée et faites tourner la récurrence topologique dessus. Donc vous prenez, donc W01 c'est juste le W en fonction de Z, mais que je vais plutôt écrire comme une forme différentielle, W des Z, ça s'appelle la forme de Liouville dans cet espace. W02 ça va être la forme fondamentale. Et récursivement, vous calculez tout le WGN par cette formule. En gros, vous pouvez toujours faire ça. C'est une définition universelle, il n'y a pas de paramètres dedans, la seule donnée que vous avez besoin d'avoir, c'est la courbe spectrale. Et ça définit, les WGN vont être ce qu'on va appeler les invariants de cette courbe. Bon. Et ces invariants, ils sont intéressants d'abord parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a plein d'exemples qui ont des applications concrètes de comptage de cartes, de comptage de surface hyperbolique, de comptage de Gromov-Witten, etc. Donc déjà, il y a plein d'exemples où on les voit apparaître. Mais en plus, juste mathématiquement comme objet, ils ont des magnifiques propriétés. Par exemple, je vous dis, c'est des formes modulaires, enfin, quasi modulaires. Et déjà, rien que trouver des formes modulaires, c'est déjà quelque chose de joli en général en mathématiques. Voilà. Mais bon, je ne vais pas insister dessus. Si vous avez envie d'en savoir plus, il commence à y avoir pas mal de littérature sur le sujet. Et maintenant, je vais juste vous parler du fait qu'on peut inverser la symétrie miroir. C'est-à-dire que jusqu'ici, on s'était donné un problème de géométrie énumérative. On avait notre problème, par exemple nos calabiaux, nos cartes, etc. Et on voulait trouver la courbe spectrale et trouver les WGN. Mais maintenant, je vais vous proposer l'inverse, c'est-à-dire qu'on se donne une courbe spectrale et on voudrait retrouver un problème de géométrie énumérative. On voudrait retrouver un espace, un ensemble de surfaces muni d'une mesure qui produit bien les mêmes WGN que produit la récurrence topologique. Est-ce que c'est possible? Et la réponse, c'est oui. Alors, donc, je vous rappelle, une fois qu'on a une courbe spectrale, on définit ces WGN par récurrence, et il y a une formule qui va donner explicitement un espace de surface avec une mesure, une fois que vous avez uniquement ce data-là. Et cette formule, en plus, elle est ultra simple. Et c'est la transformée de la place. En fait, prenez votre W01 de Z dz, multipliez-le par exponentielle moins Z fois une variable U,
que je shift par un U0 pour des... Bon, mais en gros, le E puissance moins Z U0, vous pourriez le sortir de l'intégrale. Voilà. Ce n'est pas très important, le U0, mettez-le à 0 si vous voulez dans votre tête. On va aussi multiplier par ce coefficient. C'est tout simplement parce qu'une fois qu'on a multiplié, une fois que j'ai shifté par ce U0 et multiplié par ça, cette fonction, elle a un bon développement quand U en série quand U tend vers l'infini. Et les coefficients, vous les appelez FK. Donc vous faites cette transformée de Laplace, vous calculez les coefficients FK. Vous faites la même chose pour le W02, vous faites une double transformée de Laplace et vous développez à U et V grand et vous calculez les coefficients BKL. En fait, vous allez aussi faire un truc un petit peu mixte où vous faites une transformée de Laplace seulement sur une des deux variables, le Z2 par exemple. Vous gardez le Z fixé et du coup les coefficients vont être des fonctions de Z, xi 4Z. Donc voilà, vous faites ces trois transformées de Laplace. Vous avez des coefficients FK, des coefficients BKL, des coefficients xk. Et ben, à partir de là, je vais faire une mesure sur un espace de surface. Et voilà la formule. Alors, bon, c'est un petit peu réservé aux spécialistes du sujet, parce que vous prenez la somme des FK, kappa k. Les kappa k sont ce qu'on appelle les classes de Mumford. Ce sont des formes différentielles de degré 2K. Les psi sont ce qu'on appelle les classes de Chern. Ce sont des formes différentielles d'ordre 2. Et quand vous prenez, donc vous voyez, il y a les coefficients FK, les coefficients BKL, les coefficients xid de ZI. Vous prenez tout ça, c'est une forme différentielle et c'est une forme volume. Et sur un espace de surface de genre G avec n points marqués. Et en fait, c'est ça. Donc vous avez trouvé un espace de surface et une forme volume sur cet espace de surface qui produit bien les WGN. Alors, bon, j'ai un tout petit peu triché sur la formule, elle est un chouïa plus compliquée, mais c'est pour garder l'esprit. Oui. Delta, c'est la classe du bord, en fait. Voilà, c'est les bords. En fait, c'est les mêmes bords que dont tu as parlé tout à l'heure, d'ailleurs, à quelque chose près. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est que... bon, cette formule est un petit peu compliquée, mais l'idée, c'est que c'est vraiment automatique. C'est-à-dire que vous calculez vos transformés de Laplace, vous avez votre forme. Alors, je vais vous donner un exemple, mais reprenez la fonction sinus, là, pour le cas des surfaces hyperboliques. Vous prenez W01 égale la fonction sinus racine de Z, et vous faites ce calcul. Le calcul est hyper simple parce qu'en gros, c'est une intégrale gaussienne. En 3 lignes, vous calculez les coefficients FK et qui sont d'ailleurs tous nuls sauf F1. Si vous faites ça pour la fonction sinus, tous les coefficients FK sont nuls sauf F1 qui vaut, je crois, 2 pi carré, si je me rappelle bien. Et du coup, et puis les coefficients BKL pour cette courbe-là, ils sont nuls. Les coefficients xk, c'est des fonctions très simples. C'est essentiellement des puissances, hein, je crois. Et si vous prenez cette formule, ici, la somme des FK, kappa k, ben, en fait, il ne reste que 2 pi carré kappa 1, et qui est justement la mesure de Weil-Peterson. Donc en fait, avec ce théorème, vous avez la preuve que ces WGN sont les volumes de Weil-Peterson en 3 lignes. Moi j'appelle ça la preuve de Mirzaani en 3 lignes. Peut-être un peu plus que 3 lignes, ok, et de toute façon, il faut avoir démontré ce théorème avant. Lui, ça prend un peu plus que 3 lignes. Mais bon, voilà. Mais une fois que vous l'avez, et pareil pour les Gromov-Wheaton, c'est comme ça que ça marche aussi. C'est-à-dire que vous calculez ces transformés de Laplace et vous trouvez que c'est bien les Gromov-Wheaton. Que vous retrouvez bien les classes, ici, typiquement les classes de Hodge, etc., qui apparaissent dans les nombres de Gromov-Wheaton. Et donc, en fait, tout ça rend le calcul assez facile. Alors, je vais conclure. Donc, déjà, la symétrie miroir, c'est quelque chose de très puissant. Et notamment, la raison pour laquelle c'est puissant, la symétrie miroir, c'est que ça vous transforme un problème de géométrie aléatoire, qui est parfois assez compliqué, le comptage des cartes, le comptage des surfaces hyperboliques, etc. C'est pas trivial, loin de là. Mais du côté miroir, ça vous amène à des courbes spectrales assez simples, et sur lesquelles vous calculez juste des périodes, des résidus, etc. Et là, le calcul est vraiment très simple. Ce qui est très compliqué, c'est de comprendre pourquoi les deux sont reliés. Et c'est souvent très dur à démontrer. Voilà. Donc, je vous rappelle, pour les cartes, on avait trouvé, par exemple, pour les quadrangulations, je vous rappelle, voici la courbe spectrale, hein, que j'ai écrite sous forme d'une équation algébrique. Pour les surfaces hyperboliques, voici la courbe spectrale. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est des fonctions relativement simples. En fait, je n'ai pas donné ici l'exemple des volumes de Mazurowicz, mais il y a aussi une courbe spectrale. Alors, je ne la connais pas par cœur, mais je me rappelle qu'il y a la fonction de point carré qui apparaît dedans.
la fonction de Poincaré, mais je ne me rappelle plus sa forme exacte. Voilà. Et puis, inversement, étant donné une courbe spectrale, on peut lui définir des invariants. Par transformée de Laplace, ça définit bien un espace de surface muni d'une mesure. Donc en quelque sorte, on a inversé le problème. Il y a plein d'autres exemples dont je ne vous ai pas parlé, qui existent dans la littérature. D'abord, vous pouvez regarder un peu tous les types de cartes, des cartes notamment avec des couleurs, des cartes avec... Vous pouvez regarder non pas des quadrangles, mais des triangles, des pentagones, ce que vous voulez. Des cartes avec des couleurs, on appelle ça le modèle Ising, modèle de Potts, enfin des modèles ON, en fait, tous rentrent dans ce cadre-là. Hein. Vous avez une courbe, un miroir. Les nœuds aussi, par exemple, si vous voulez calculer le... Donc en fait, ça c'est une conjecture. Hein. C'est une conjecture, mais disons que si vous avez un nœud et que vous voulez calculer des choses sur ces nœuds, par exemple le polynôme de Jones, vous pouvez appliquer cette méthode. Et donc, il vous faut une courbe spectrale. Quel est le miroir d'un nœud? Eh bien, c'est ce qu'on appelle son apolynôme. Les apolynômes des nœuds, il y a toute une classification, vous la trouvez sur Internet. Hein, enfin, je veux dire, ils sont tabulés, les apolynômes des nœuds. Et c'est les miroirs, mais ceci est une conjecture. Ce n'est pas démontré. Sauf peut-être pour le nœud de 8 à l'ordre, pour 2 ou 3 nœuds à l'ordre dominant. Pour les nœuds toriques aussi, c'est démontré et c'est un peu trivial. Un autre exemple, c'est les problèmes d'empilement de cubes, qu'on appelle des cristaux. Hein. Typiquement, vous savez que quand vous empilez plein de cubes, vous voyez apparaître une sorte de forme limite. Quand vous faites des probabilités sur des cubes, vous voyez apparaître une forme limite que les gens appellent la courbe arctique. Et bien, de nouveau, c'est votre courbe spectrale. Ça aussi, c'est une conjecture. Dans les matrices aléatoires aussi, typiquement, vous prenez d'une matrice aléatoire, vous plottez son histogramme de valeur propre, et vous voyez apparaître une forme limite, typiquement le demi-cercle. C'est aussi une courbe algébrique, et ça va être votre miroir. Voilà. Dans certains cas, c'est démontré, dans d'autres cas, non. Voilà, donc c'est vraiment des belles propriétés, et voilà, et puis je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup.